Bonjour Jean Rouault. Bonjour. Éclat de 14 paraît aux éditions Dialogue, un livre-objet au format carré, illustré des croquis de guerre de Mathurin Méheut. Dans les champs d'honneur, vous évoquiez le traumatisme de la Première Guerre mondiale sur toute une génération, à travers votre histoire familiale. Dans Éclat de 14, vous renouez avec l'histoire de la Première Guerre mondiale. Ce livre était-il en vous depuis longtemps? C'est un livre qui a été sollicité par plusieurs demandes au fil des années. On s'est adressé à moi comme si j'étais un grand spécialiste de la Première Guerre, ce que je ne suis pas, bien sûr, je ne suis pas historien. Mais du coup, ayant été amené à débattre avec de vrais historiens de la Première Guerre, ma réflexion sur la Première Guerre s'est enrichie et j'en ai fait bénéficier ces textes-là, que ce soit celui sur Apollinaire ou ceux de 14 ou la réflexion sur le centenaire. Tout ça, c'est une réflexion dont je n'aurais pas été capable au moment des champs d'honneur, qui s'est encore une fois enrichie et développée au contact des historiens que m'a valu l'apparition des champs d'honneur. Ce sont eux qui m'ont sollicité après les champs d'honneur parce que le livre les avait aussi interpellés et pour la première fois on prenait en compte le traumatisme générationnel, ce qui pour l'instant n'était pas pour eux un centre de recherche. Vous mêlez des références historiques précises à des évocations poétiques. La Grande Guerre, vous la décrivez à travers les 4 éléments de l'univers, la terre, l'eau, le feu, l'air. Justement, pourquoi avoir pris ce parti pris d'évoquer la guerre de cette manière? Ce texte-là, précisément celui sur les 4 éléments, vient d'une commande où on me proposait ça, de faire quelque chose autour des 4 éléments et de la guerre. Et en fait, très vite, j'ai pensé à la guerre du feu, évidemment, puisque c'est un livre de Rosny, et que donc il suffisait du coup d'associer à chaque élément la guerre. Et très vite, c'est imposé pour la terre, évidemment, la guerre de la terre, c'est les tranchées, c'est aussi l'inhumation, etc. C'est les entonnoirs, c'est le sol à raser et tout. La guerre du feu, bon, évidemment, c'est toute la puissance de feu qui se développe au-dessus de la tête de ces gens. La guerre de l'eau, c'est une des images fortes qui nous est restée comme ça des tranchées, s'il y a des tranchées inondées. Et on voit bien quand on veut assécher un marais, qu'est-ce qu'on fait? On fait des tranchées et l'eau s'écoule comme ça par les étiers. Donc, comme toute la végétation avait été aussi arasée, donc du coup rien pour retenir l'eau, et l'eau à chaque pluie se déversant dans les tranchées. En plus, c'est des terres glaiseuses là-bas et qui conservent l'eau et qui obligeaient les soldats à aller dormir sur la tranchée au-dessus la nuit au risque de se faire flinguer par des snipers, tellement les tranchées étaient inondées. Et puis évidemment la guerre de l'air, c'était le dernier élément qui jusqu'alors n'avait pas été utilisé par la guerre. L'air, c'était toujours la fraîcheur, c'était toujours la transparence, c'était toujours l'idée de respirer à plein poumon l'air. Hein. Et là, s'il y avait un endroit où il n'était pas bon de respirer à plein poumon, c'était sur la plaine d'Ypres, lorsqu'on a lancé les premières attaques au gaz. Et l'air non seulement était pollué par les gaz, mais il était aussi envahi par les avions. Et pour la première fois, on a la guerre des airs. Et la guerre des airs, c'est évidemment les avions, les aéroplanes, qui étaient au début des avions de reconnaissance et que très vite on a équipé d'une mitrailleuse et du haut duquel on pouvait aussi lâcher des bombes. Vous débutez par un avertissement qui s'intitule La guerre de l'art et écrivez « Pour l'art, la guerre commence avant la guerre ». Selon vous, l'art empêche-t-il l'aveuglement? L'artiste pressent-il mieux, capte-t-il mieux les signes avant-coureurs? Il capte les signes avant-coureurs, il capte la réalité de ce qui est. Alors que globalement, les sociétés vivent sur une persistance rétinienne. Ça dure longtemps, la persistance rétinienne. On l'a vu par exemple à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a vécu sur la persistance rétinienne d'une France résistante, etc., pendant 25 ans, ce qui n'était pas tout à fait le cas. Et donc l'artiste capte véritablement, il enregistre comme un sismographe, il enregistre les secousses, qui ne sont pas encore les secousses violentes qui vont secouer les sociétés, mais les premiers soubresauts, les premiers frémissements, il les capte. Et quand on regarde, par exemple, l'art à la fin du 19e et début du 20e, comment toute la représentation, par exemple pour ce qui est de la peinture, comment la représentation du monde, qui était le fondement de la création artistique depuis la grotte Chauvet, explose complètement. Et on voit
littéralement se déconstruire le paysage, se déconstruire la figure. Cette idée que un tableau, c'est juste des taches de couleur sur une toile. On voit le corps disloqué dans Les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Et le ready-made de Duchamp, la roue de bicyclette, c'est 1913. C'est-à-dire que ça y est, on en a fini avec cette idée de la représentation du monde. Et la roue de bicyclette, c'est quand même une invention technologique. C'est-à-dire que voilà, comment maintenant, il va falloir faire place dans la création à l'invention technologique. Et ça va être le problème des poètes aussi. C'est Sandras qui fait la prose du Transsibérien, où là, c'est le train qui rentre. C'est le poème d'Apollinaire sur la déclaration de guerre, s'appelle Ma petite auto. Hein. Donc il lit la déclaration de guerre à l'automobile. Or, on sait que l'automobile a eu un rôle pendant la guerre. Donc ils ont le pressentiment des changements en cours, ce que globalement les gens qui sont occupés par leur vie, etc., qui n'ont pas non plus la même sensibilité, ne voient pas, ne perçoivent pas. Votre langue est concise, le mot choisi, pas d'artifice, pas de système pour enrober. À quoi a ressemblé votre acte d'écriture? C'est évident que quand on écrit en plus comme ça sur des sujets pour lesquels on n'a pas de légitimité, je veux dire, je ne suis pas historien de la Première Guerre, je n'ai pas fait la Première Guerre, je suis juste quelqu'un qui a lu des livres sur la Première Guerre, que ce soit des ouvrages littéraires ou des ouvrages historiens, mais je n'ai pas plus de légitimité que ça. Donc il s'agit quand même malgré tout d'essayer d'approcher au plus près, non pas ce qui a été, mais la trace que cet événement-là a laissé dans nos imaginaires, dans nos esprits. Et donc j'avais bien vu que les deux images qui ont persisté de la Première Guerre mondiale, qui se sont imposées, c'est la tranchée, évidemment, avec ces hommes qui marchent d'une manière saccadée comme ça dans la boue, et puis les gaz de combat. Donc comment m'approcher de ces hommes-là dans les tranchées marchant dans la boue, comment m'approcher de ces hommes soudain respirant ces gaz toxiques. Et donc à partir de là, on essaye d'être au plus près, au plus vrai, ne pas se raconter d'histoire. C'est pas le lieu où on peut la ramener, quoi. Et donc la seule exigence, c'est d'être le plus juste possible. Alors vous précisez souvent que vous êtes écrivain, que vous n'êtes pas historien. Votre texte, toutefois, est jalonné de nombreux faits historiques. Marquer les consciences, éveiller les esprits, ne pas laisser l'horreur sous silence, même un siècle après, est-ce essentiel selon vous? Je ne crois pas à ce devoir de mémoire ou à cette persistance comme ça volontaire et volontariste d'un événement. Tout passe, hein, c'est Saint Paul, elle passe la figure de ce monde. Et en revanche, ce qui ne passe pas, ou ce qui passe malgré tout, ce sont les traumatismes comme ça liés à des événements. Et on sait bien qu'on ne fait pas l'économie de ces événements-là et de leurs conséquences. C'est pas parce qu'il y a eu le 11 novembre que la guerre s'est arrêtée et qu'on a pu reprendre comme si de rien n'était. C'est ce qui vaut pour toute guerre et tout traumatisme, que ce soit aussi un tsunami ou etc. Donc ça imprime les consciences et ça modifie évidemment notre façon de penser. Notre rapport au monde est modifié par des événements comme ça, dont on garde la mémoire traumatique. Donc moi, mon travail, c'est ça, c'est de travailler sur cette mémoire traumatique-là et de voir en quoi elle modifie notre rapport présent au monde, en quoi non seulement elle le modifie, mais elle le configure d'une certaine manière. Mathurin Méheut, enfin, ponctue votre texte de croquis de guerre dessinés au front. Dans cette guerre dont on ne possède que des images d'Épinal, très peu de photos, très peu de films, qu'apportent les dessins de cet artiste, soldat de 1914? C'est un témoin fulgurant, puisqu'il est là, il est en première ligne, et il a ce talent extraordinaire de pouvoir croquer une scène en quelques coups de crayon, parce que certains dessins, c'est vraiment ça, c'est vraiment quelques coups de crayon, on sent que ça lui a pris très peu de temps, il a rehaussé de couleurs après, mais c'est sur le vif. Pendant la guerre 14, on a la photographie, mais ce sont des plaques de verre, le temps de pose est long, donc on n'a pas ces clichés qu'on va avoir après, Capa et compagnie, avec les instamatiques, où ils peuvent capter une séquence. Donc là, en plus, il y avait une censure qui faisait qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quoi en photo, et surtout pas les cadavres, qui sont
les meilleurs clients, les cadavres, parce qu'ils ne bougent pas. Et comme la photo demandait un temps de pause, c'était parfait. Il ne fallait pas montrer de cadavres français. Les films qu'on a pu voir, évidemment, c'était trop compliqué aussi. Et ceux qu'on a vus, c'était toujours des films pris à la manœuvre ou des films reconstitués après-guerre. Donc, les vrais témoignages, ce sont des dessins comme ceux de Mathurin Méheut, qui saisit vraiment des moments d'abandon. Il y a ce soldat qui est à l'abri dans sa tranchée, qui est recroquevillé comme une momie inca. C'est le dessin de couverture que j'adore, avec ses coupes de chevaux comme ça, qui est conduit par un soldat. Il donne une présence extraordinaire. On est formidablement avec ces gens-là, et avec lui dessinant ces gens-là, quoi. On est derrière son crayon. Donc il donne un effet de vérité que ne donnerait même pas une photographie, parce que la photographie, elle serait évidemment de mauvaise qualité en noir et blanc, au lieu que là, on a des instantanés de la vie dans les tranchées qui sont extrêmement vivants et qui nous parlent.